à tous, c'est Maureen, j'espère que tout va bien pour vous. Je reviens aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo Foire aux questions que j'avais lancée lors des 10 ans du blog. C'est avec un petit peu de retard que je vous propose enfin cette deuxième partie de vidéo, j'espère que ça vous plaira autant que la première partie. Cette fois les questions sont un peu plus tournées du côté de la littérature et du côté de mes habitudes de lectrice. J'ai beaucoup de questions auxquelles répondre, vous avez été très nombreux à jouer le jeu donc je vous en remercie. Pour commencer, Biblioflo me demande qui ou quoi t'a donné la passion de la lecture. Alors c'est une question un petit peu compliquée parce que j'ai pas l'impression qu'il y a eu un moment, un déclic particulier. J'ai l'impression que j'ai toujours plus ou moins lu. J'étais pas vraiment un rat de bibliothèque quand j'étais petite, mais j'aimais bien me plonger dans un livre. Pas plus, pas moins que les autres enfants. Je pense que ce qui a développé mon amour de la lecture au fil du temps, c'est surtout les professeurs que j'ai pu avoir, notamment au collège. Au lycée, pareil, en seconde et en première, j'ai eu une prof absolument géniale, je m'en souviendrai toute ma vie, je pense. C'est elle qui m'a un petit peu donné encore plus l'envie de lire et de lire des classiques. Quand j'étais petite, il y a aussi mon grand-père maternel qui aimait beaucoup lire les encyclopédies, etc. C'est avec lui que j'allais en forêt pour aller voir les petites bêtes, aller voir les arbres, avec lui que j'allais écouter le chant du cerf, le brame du cerf, avec lui que j'allais au Puy-de-Dôme. C'était un monsieur qui aimait beaucoup lire, qui aimait beaucoup ça, et je pense que c'est en l'ayant lui comme modèle, je pense que c'est ce qui m'a un petit peu donné l'amour des livres, de la lecture, voilà. Mais ça s'est fait vraiment très progressivement, j'ai pas eu de déclic particulier. Biblioflo me demande aussi quels livres ont fait de l'imaginaire ton style de prédilection. Quand j'étais petite, j'ai lu plusieurs livres de Roald Dahl, notamment Mathilda, j'avais vu l'adaptation à la télé également. Comme beaucoup, je pense, à 11 ans, j'ai découvert la magie Harry Potter et ça a vraiment été le déclic pour la littérature de l'imaginaire, je pense. Harry Potter, c'est vraiment la saga qui m'a suivi toutes ces années de publication des livres, des différents tomes et de la sortie de tous les films. Et là encore, à bientôt 30 ans, enfin bientôt 29, je m'avance un peu, Harry Potter c'est toujours un univers que j'adore. La preuve, j'ai acheté le premier tome illustré qui est sorti il y a quelques mois, je crois que c'était à l'automne dernier. Sinon un peu plus tardivement, quand j'avais 15 ou 16 ans, 15 ans je crois, j'étais au lycée, j'étais en seconde il me semble, et je me souviens très bien de la lecture de ce premier tome de la trilogie des elfes de Jean-Louis Fedgen aux éditions Belfond. C'est vraiment, je pense, le premier livre de fantaisie arthurienne française que j'ai découvert et le titre qui a lancé un petit peu cet amour pour le cycle arthurien et pour la fantaisie, notamment la fantaisie française. Kaiser K me demande « J'aimerais savoir si tu écris, si oui as-tu déjà partagé tes écrits, je serais curieuse de voir ça si c'est le cas » et Jason me pose exactement la même question. Jason, pardon, Jason, j'ai vu ton commentaire, Jason, j'ai hésité dans la première vidéo, est-ce qu'on disait Jason et la toison d'or ou est-ce qu'on le disait Jason à l'américaine, donc Jason, je vais dire Jason, excuse-moi, mon petit cousin s'appelle Jason, alors c'est un petit peu compliqué, mais bref, Jason. Alors non, je n'écris pas, enfin j'écris mes chroniques de blog, j'écris dans mon bullet journal maintenant, mais je n'écris pas de romans, de nouvelles, etc. Pas que je n'aime pas ça, parce que j'adorais les rédactions quand j'étais petite, au primaire, collège, et quand j'étais ado, j'ai écrit des poèmes, j'ai écrit des débuts d'histoire, mais en fait, je suis très mauvaise pour inventer une intrigue. En rédaction, j'adorais parce qu'on avait une consigne de départ. Voilà, écrivez la fin de ce texte par exemple, et alors là j'adorais ça, et j'étais plutôt assez douée a priori parce que j'ai toujours eu de très bonnes notes, mais je suis complètement nulle quand il s'agit de créer une histoire de A à Z, voilà, avec tous les éléments, une situation initiale, un élément déclencheur, un développement et une situation finale, des personnages, un univers. Je suis complètement nulle, je n'ai voilà, pas d'idée. Alors je sais pas si c'est un manque d'imagination, mais j'ai toujours l'impression de prendre des choses que j'ai déjà lues quelque part et de plagier, ça m'embête beaucoup. Peut-être que ça viendra un jour. Je pense que je pourrais écrire un livre sur le voisinage, ça serait plutôt pas mal et je pense qu'il y aurait pas mal de lecteurs. Mais là, non, je n'écris pas. J'ai écrit quand j'étais ado, j'ai écrit des poèmes d'amour, j'ai écrit des fanfictions Harry Potter, enfin des débuts de fanfiction Harry Potter, mais je suis jamais allée au bout. C'était vraiment histoire de
je pense, de coucher des sentiments, des émotions, tout ça. Là j'en ressens plus le besoin et j'en ressens pas l'envie, et de toute façon je ne sais même pas si je trouverai le temps de faire ça. Donc non, je n'écris pas. Ensuite j'ai des questions de Dark Rickets qui m'en posent 3 ou 4 et qui me demandent d'abord quelle est la lecture la plus exotique que tu penses avoir faite. Je pense que la plus exotique pour moi reste Kafka sur le rivage de Haruki Murakami, je crois que c'est Haruki le prénom, je sais pas si ça se prononce comme ça mais bon bref, Murakami, que je ne peux pas vous montrer puisque je l'ai retroqué et revendu parce que je n'ai pas aimé cette lecture. Alors je lis des mangas et autant j'arrive à entrer dans le contexte qui est présenté dans les mangas, autant dans la littérature je trouve qu'il y a une poésie à laquelle je n'accroche pas. Je pense qu'il faut avoir une connaissance de la culture japonaise, de la culture nippone, pour réussir à entrer dans ces histoires, à s'imprégner, pour avoir les clés de compréhension, parce qu'en fait moi je ne les ai pas, et donc il me manque des choses et je suis pas réfractaire, mais je ne ressens rien quand je lis Murakami par exemple. Ces histoires de poissons qui tombent du ciel, il y a des chats partout chez Murakami, mais pourquoi il y a des chats? Ça ne me touche pas. Mais je pense que c'est parce qu'il me manque, moi, des clés de compréhension, il me manque un contexte que je ne connais pas pour pouvoir apprécier. De Murakami, j'ai aussi lu le premier tome de 1Q84, que je n'ai pas apprécié non plus, et d'ailleurs j'ai pas lu la suite, et j'ai refilé ce premier tome qui m'avait fait ni chaud ni froid. Voilà, donc Murakami, je pense que c'est pas pour moi. Peut-être qu'il y a d'autres auteurs japonais que je pourrais apprécier, mais pour le coup Murakami, je passe complètement à côté. Ensuite, pour éclairer le sens de la première question, est-ce que tu as déjà lu de la littérature proche ou moyenne orientale, asiatique, chinoise, japonaise, indienne ou même d'Asie centrale et du sud-est, ou nord-africaine? Je précise, les mangas ne sont pas concernés, je me doute que tu en as lu. Là je pose la question pour les romans. J'ai lu du Murakami, je vous ai déjà dit, j'ai lu Kafka sur le rivage et un Q84 qui m'ont fait ni chaud ni froid, je n'ai pas aimé. J'ai un petit peu fouillé dans ma bibliothèque et j'ai trouvé d'autres titres, je vous les cite pas tous, mais je me suis quand même un petit peu baladée autour du globe. J'ai lu Le vieux qui lisait des romans d'amour et ça se passe en Amazonie, voilà, dans une tribu amazonienne, donc je pense que niveau exotisme c'est plutôt pas mal, et j'avais bien aimé ce très court roman, cette novella. Je m'en souviens plus beaucoup maintenant parce que ça fait quand même quelques années que je l'avais lu, mais il me reste de bonnes impressions de ce livre, et si je l'ai gardé dans ma bibliothèque c'est qu'il m'a assez plu pour que je le garde. Côté Amérique du Sud, j'ai également lu 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez, ici c'est aux éditions Point. J'ai oublié de vous dire, Le vieux qui lisait des romans d'amour, c'est également aux éditions Point. Je vais y arriver, je peine aujourd'hui. 100 ans de solitude, je l'ai lu lors de ma licence de lettres modernes à la fac, je crois que c'était en première année, et j'avais beaucoup aimé ce livre quand je l'ai découvert à ce moment-là, et il faut absolument que je le relise. J'avais trouvé ça vachement bien, un peu dense parce que voilà, je vous montre ça, c'est quand même écrit assez petit, c'est des paragraphes assez longs, assez denses. Il y a toute une généalogie qui est un petit peu compliquée, mais une fois qu'on est rentré dedans, j'avais adoré cette histoire. Ça se passe dans un petit village isolé d'Amérique du Sud, à Macondo, et il y a une espèce de mythologie, c'est presque un petit peu magique, un petit peu d'imaginaire là-dedans. J'avais adoré et vraiment il faut que je le relise. Et j'ai retrouvé dans mes livres Balzac et la petite tailleuse chinoise de Dai Siji, je sais pas comment on le dit, chez Folio, et là comme le titre l'indique, ça se passe en Chine. Là aussi je pense que j'avais bien aimé puisque je l'ai gardé dans ma bibliothèque, mais pour tout vous avouer j'ai vraiment aucun souvenir de cette lecture. Toujours Dark Cricket qui me demande quelle est la lecture la plus ancienne que tu aies faite. Il va de soi que si tu tapes dans l'Antiquité, c'est la date de publication originale, pas l'édition que tu as entre les mains qui compte. Là aussi j'ai regardé dans ma bibliothèque et j'ai trouvé l'Énéide de Virgile, et donc apparemment cette épopée latine a été écrite vers la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Là aussi c'est une lecture que j'ai faite lors de ma première année de lettres modernes. Virgile, c'est pas forcément super abordable. Et même si j'aime beaucoup les histoires de l'Antiquité gréco-romaine, j'avais quand même eu du mal à me plonger là-dedans. Anyone and Nobody me parle de séries. Et elle me demande quelles sont les séries que tu préfères regarder actuellement et pour quelles raisons. Et d'ailleurs Ondine me pose la même question. En ce moment je suis pas très série, j'essaye de pas passer trop de temps devant mon écran parce que j'ai déjà du mal à trouver le temps de faire tout le reste. Donc c'est vrai que depuis quelques mois je regarde beaucoup moins les séries télé. Ou alors je vais regarder des trucs vraiment pas très intelligents mais qui détendent, qui vident la tête, genre koh Top Chef. Là je vais suivre à peu près tous les épisodes quasiment toutes les semaines. Mais sinon en série pure et dure, les deux seules séries que je suis vraiment activement et pour lesquelles je suis à jour, c'est Esprit criminel.
Je crois qu'on vient de finir la saison 11, je crois, hein. Je crois que c'est ça. Bref, je suis à jour. J'aime bien les enquêtes différentes dans chaque épisode, avec la recherche, grâce aux indices. Alors oui, c'est vrai qu'en 45 minutes, ils résolvent toujours les enquêtes, ils font des profils de serial killer. C'est un peu exagéré, mais voilà, j'aime bien ces enquêtes. Et j'aime surtout énormément les membres de cette équipe de profilers. Voilà, donc je me suis beaucoup attachée à eux, même si finalement on voit assez peu de leur vie privée, tout est vraiment tourné sur les enquêtes, mais quand même on s'attache assez à eux, et donc j'aime bien les suivre, et je serai toujours au rendez-vous lors de la prochaine saison. Autre série que je suis vraiment très activement, c'est The Big Bang Theory. Je suis à jour, et j'aime beaucoup cette série, même si la dernière saison m'a un peu moins plu, je trouve que c'est un peu moins drôle, le fil rouge de la saison était pas génial. D'ailleurs le season final, franchement, ça pouvait être un épisode lambda, c'était pareil. Voilà, j'ai pas trouvé que le fil rouge de cette dernière saison était vraiment extraordinaire, vraiment très passionnant. Mais là aussi, je me suis beaucoup attachée à tout ce petit groupe de scientifiques et autres. Et j'aime beaucoup suivre leurs aventures, ça me fait souvent beaucoup rire. Voilà, ce sont vraiment les deux seules séries que j'ai suivi de A à Z. Là dernièrement j'ai découvert The Fall, qui est une série qui se passe en Irlande du Nord. Là aussi on suit un tueur en série. Pour le moment il n'y a que 2 saisons de 5 ou 6 épisodes qui durent 1 heure. Chaque épisode dure 1 heure, qui sont sortis, et on attend la saison 3 depuis 2 ans déjà. Normalement elle devrait bientôt être tournée, j'espère, et j'ai bien accroché, donc je serai au rendez-vous pour la saison 3. Mais voilà, c'est une très courte série. Anyone and Nobody me demande quelles sont celles de ton adolescence. Donc bah évidemment les séries. La première série qui me vient en tête quand je pense à mon adolescence, c'est Buffy contre les vampires. Alors là, quand j'étais ado, je regardais tous les épisodes. Je pense que ça passait le samedi soir dans la trilogie du samedi sur M6. Et vraiment Buffy a bercé mon adolescence. Là pour le coup c'est une série que j'ai regardée de A à Z et que j'ai regardée plusieurs fois. Parce que c'est vraiment une série qui m'a fait rêver, peut-être pas rêver, mais là encore je m'étais vraiment énormément attachée aux personnages qui évoluent énormément entre la première et la 7e saison. Et voilà, il y a beaucoup d'humour là-dedans, il y a beaucoup d'émotions. Qu'est-ce que j'ai pleuré, mais dans chaque saison il y a au moins 1 ou 2 épisodes mais qui nous font verser des larmes de tristesse, d'émotion. C'est vraiment une série que j'ai adorée quand j'étais ado et que je regarde encore maintenant 10-15 ans plus tard avec toujours autant de plaisir. C'est super bien. Si vous ne connaissez pas Buffy, ça peut paraître un peu kitsch au premier abord, les effets spéciaux, etc. Mais je pense que c'était voulu en fait à la base. Et voilà, il y a des dialogues qui sont savoureux, les personnages sont géniaux. Vraiment, allez-y, c'est une série à voir. L'autre série de mon adolescence, dont je ne me lasse pas, c'est Friends. Ça passe régulièrement sur la TNT, je sais plus sur quelle chaîne, mais bon, c'est rediffusé régulièrement. Et à chaque fois que je tombe dessus, bah, je regarde l'épisode, même si je connais par cœur les répliques. Voilà, Friends, c'est pareil, c'est 10 ou 11 saisons, 10 saisons je crois, d'épisodes d'une vingtaine de minutes. Il y a du rythme, on s'ennuie pas, c'est drôle. Là aussi, on s'attache aux personnages. Voilà, les 2 séries de mon adolescence vraiment, dont je ne me lasse pas. Anyone and Nobody et Les mots de l'imaginaire me demandent un livre ou une saga que tu aimerais voir adapté sous ce format, donc toujours en série. Alors là j'ai réfléchi un petit peu devant ma bibliothèque et je me suis rendu compte que j'aimerais bien voir L'Assassin Royal adapté en série télé. Comme c'est une série de livres au long cours, 13 livres, je n'ai lu que les 3 premiers pour le moment, mais j'ai la suite dans ma bibliothèque. Je pense que ça serait bien de voir ça adapté en série, le format s'y prête très bien. Et puis là encore, on a quand même un personnage principal qui est très émouvant, qui évolue beaucoup, et je pense que c'est une personnalité qu'il serait intéressant de voir évoluer sous le format de série. Autre saga de livres dans un genre différent que j'aimerais bien voir adapté en série, c'est la série Mercy Thompson de Patricia Briggs. Donc là ça se passe dans notre monde à nous, dans notre monde contemporain, mais il y a des créatures comme des loups-garous et des vampires qui font partie de notre monde, qui restent cachés plus ou moins, et on va suivre une héroïne assez forte, assez intéressante. Alors là par contre niveau effets spéciaux je sais pas du tout ce que ça pourrait donner, ça serait peut-être très très kitsch, pas du tout crédible, mais il faudrait voir un petit peu le ton que pourrait donner un réalisateur, un producteur.
Si c'est kitsch à la Buffy, ça passerait très bien, mais en même temps je pense que l'humour c'est pas la principale qualité de cette série, donc je suis pas sûre que le kitsch pourrait être utilisé. Voilà, ça dépendrait vraiment des effets spéciaux, ça dépendrait vraiment comment le producteur-réalisateur mettrait en scène les éléments magiques, surnaturels. Parce que je pense que ça peut très très vite être ridicule, et en même temps ça peut aussi être très bien fait. Voilà, c'est la deuxième série de livres que j'aimerais bien voir adaptée en série télé. Tim me demande, est-ce que tu lis en d'autres langues? Si oui, lesquelles et dans quel cas? Sinon, y a-t-il une des raisons particulières? Alors je lis très peu en langue étrangère, je lis un petit peu en anglais, parce que c'est la seule langue que je maîtrise. J'ai pas un niveau extraordinaire, donc il faut vraiment que je lise soit des livres qui sont pour enfants ou adolescents, ou alors des livres assez contemporains mais sans non plus trop d'argot parce que c'est un petit peu compliqué. J'essaye de lire 1 ou 2 titres en anglais par an, mais c'est pas très probant, il faudrait vraiment que je lise plus en anglais. C'est vraiment le fait que je reste trop longtemps sur un titre en VO qui m'empêche d'en lire plus souvent. Deuxième question de Tim, question intéressante. Selon toi, comment peut-on expliquer la popularité de l'imaginaire, SF, fantasy, etc. en France, vu le nombre d'auteurs, de maisons d'édition, de festivals? En France, j'ai l'impression aussi que la littérature contemporaine est très représentée. Il n'y a qu'à voir les nombreuses sorties à chaque rentrée littéraire. Là, ça arrive bientôt, la fin du mois d'août, au mois de septembre. Je crois qu'il y a plus de 500 livres qui sont publiés à ce moment-là. Et concrètement, c'est quasiment que de la littérature contemporaine. Donc je pense qu'il y a énormément de lecteurs de littérature contemporaine en France. Et à côté de ça, oui, il y a aussi des lecteurs de littérature imaginaire, même si la littérature imaginaire est toujours considérée comme une sous-littérature par beaucoup de gens de l'élite littéraire, ce que je trouve très dommage. Personnellement, la littérature contemporaine m'ennuie la plupart du temps. Pourquoi? Parce que je trouve que ça nous parle que de notre quotidien. Métro, boulot, dodo, voilà. Et c'est mais déprimant généralement, une horreur. Et moi quand je lis, j'ai envie de m'évader. Et pour m'évader, j'ai envie d'être dans un autre monde, d'être avec des... Enfin d'être... de vivre une aventure avec des créatures différentes. Et je pense que les gens se tournent vers la littérature imaginaire pour ça, parce qu'ils ont envie d'être dans un monde parallèle, dans un monde inventé, avec des lois différentes, avec la possibilité de faire de la magie, de lire dans les pensées, de voler, enfin que sais-je, ce genre de choses-là. Et en plus, ce que je trouve qui est vraiment bien dans la littérature imaginaire, que ce soit la fantasy, la SF ou le fantastique, c'est que ça peut apporter de très belles réflexions et de très belles émotions qui sont très réelles, très humaines, contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans un contexte un petit peu décalé. On peut dire des choses qu'on aurait peut-être du mal à dire dans un roman contemporain, mais là, comme on va le faire dans un univers qui est différent d'une autre, avec des créatures qui n'existent pas, et bah ça passe mieux. Par exemple, avec la SF, on va se poser des questions très scientifiques, il va y avoir de très belles et très grosses réflexions sur, je sais pas moi, l'intelligence artificielle par exemple, les robots, est-ce qu'ils ont des sentiments, je pense à ça parce que dernièrement j'ai lu Eros Automaton que je vous ai présenté dans le dernier update lecture et qui revient justement sur ces questions d'automates qui sont tellement sophistiquées dans cette histoire qu'on les prend pour des humains, mais est-ce qu'on peut les considérer comme des humains? Est-ce qu'ils ont les mêmes droits? Est-ce qu'on peut les aimer? Est-ce que eux ils aiment, etc. Je trouve que c'est des questions super intéressantes, donc là ça relève un petit peu de la science-fiction. Et en fantasy par exemple, on va avoir des épopées, des quêtes d'identité qui vont se dérouler dans un monde qui est complètement différent du nôtre. Par exemple l'Assassin Royal que je citais juste avant, mais en même temps on va avoir des êtres humains, donc certes qui ont des capacités un petit peu particulières mais qui restent foncièrement humains et qui vont se poser des questions voilà, sur la quête de soi, sur l'amour, l'amitié, et il y a donc des émotions et des sentiments très très forts dans l'imaginaire, c'est juste qu'on est dans un contexte un petit peu différent qui permet justement d'aborder toutes ces questions qui sont très importantes et qui sont finalement assez similaires des questions qu'on peut se poser nous dans notre monde contemporain du 21e siècle. Si vous ne vous êtes pas encore lancé dans l'imaginaire, mais allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Serial Bookeuse me demande, si tu pouvais te glisser dans la peau d'un personnage pour vivre ses aventures, lequel serait-il? Alors là en fait je réfléchissais, je me disais mais quel personnage je pourrais avoir envie d'incarner? Et en fait je me suis dit mais c'est quoi ton livre préféré? Les Dames à la licorne de René Barjavel et Olenka de Vere. Et en fait, l'héroïne principale, qui s'appelle Griselda, qui est une jeune femme qui vit en Irlande au milieu du 19e siècle, est vraiment l'héroïne que j'aimerais incarner. Pourquoi? Parce que elle évolue énormément dans un contexte que j'aime beaucoup, c'est-à-dire l'Irlande.
En fait, on va la découvrir quand elle a 17 ou 18 ans, ou 19, enfin bon bref, à la sortie de l'adolescence, jeune adulte, elle vit dans une bulle, elle est sur une petite île sur la côte atlantique sauvage de l'Irlande, elle vit avec ses parents et ses 4 autres sœurs, il y a 5 sœurs en tout, et elle vit une vie privilégiée, il n'y a pas grand chose qui l'atteint, elle passe ses journées à se promener sur les falaises avec son chien, à lire et à créer des vêtements, en gros voilà, elle a eu vraiment une existence privilégiée et dans cette existence là, elle va petit à petit être confrontée à la réalité du contexte historique économique de l'Irlande de ce moment là, c'est-à-dire la famine irlandaise et également et surtout la rébellion contre l'envahisseur anglais. Elle va faire la connaissance de rebelles, notamment du chef des rebelles, mais je ne vous en dis pas plus. Et ça va complètement chambouler sa vie, elle va évoluer grâce à ça, elle va découvrir des sentiments qu'elle n'imaginait même pas. Et ce que j'aime beaucoup dans cette héroïne, et c'est aussi pour ça que je me reconnais beaucoup en elle, c'est que même si elle tombe très amoureuse, donc là je vous spoil pas, hein, évidemment c'est une histoire d'amour à la base, même si elle est très attachée à l'homme duquel elle va tomber amoureuse, elle n'en oublie pas son indépendance et sa liberté, et elle, c'est vraiment la chose la plus importante dans son esprit, c'est rester libre, être libre, s'évader, voyager. Et d'ailleurs, il y a tout un passage comme ça qui parle de liberté, elle lui dit qu'en gros elle l'aime mais qu'elle veut pas être attachée. Je me souviens notamment d'une comparaison avec la licorne. Barjavel nous dit que la licorne accepte un compagnon mais pas un cavalier. Et voilà, j'aime beaucoup cette phrase et tout ce qui en découle. Et voilà, Griselda c'est vraiment une héroïne dans laquelle je me reconnais et que j'aurais beaucoup aimé incarner si c'était possible. Un mordu de lecture de l'espace me demande: le tout premier livre que tu as lu? Je crois que c'était un recueil d'histoires du soir, en tout cas c'est vraiment un des premiers livres dont je me souviens, c'était un gros recueil qui était bleu, j'essaierai de trouver la photo sur Google, évidemment je ne l'ai plus, hein, c'était un truc que je lisais quand j'étais toute petite avant de m'endormir, c'était des toutes petites histoires qui étaient sur 1 ou 2 pages avec beaucoup d'illustrations, j'ai un gros souvenir de ça, je pense que c'est un des premiers livres que j'ai lu, ou en tout cas un des premiers dont je me souviens. Depuis quand lis-tu? Bah, depuis que je sais lire, voilà tout simplement, j'aime bien ces questions, c'est très rapide. Je pense que j'ai appris à lire au CP comme la plupart des gens et que je lis depuis ce moment-là, soit toute seule, soit avec mon entourage, mais je pense que j'ai toujours plus ou moins lu. J'ai jamais été un rat de bibliothèque comme je vous le disais au début, mais j'ai toujours plus ou moins eu un livre à la main quand j'avais du temps libre. Dernière question d'un mordu de lecture de l'espace: qu'est-ce qui a fait que la lecture soit devenue ta passion? Donc là ça rejoint un petit peu la toute première question à laquelle j'ai répondu tout à l'heure. Donc déjà la lecture c'est pas ma passion principale, c'est une de mes passions, j'ai d'autres amours autres que la lecture. Et comme je vous le disais, ça tient des enseignants que j'ai pu avoir, de mon entourage, mes grands-parents, et puis aussi un peu plus tardivement de mes études qui m'ont mise un petit peu sur la voie de la lecture des livres. Je passe maintenant aux questions de Zardonia. Compliqué comme pseudo. Alors, d'où te viennent tes passions pour la lecture, pour l'Irlande et pour les légendes arthuriennes? 3 questions en une. Je ne vous recite pas tout le contexte et l'environnement que j'ai pu avoir quand j'étais petite. Quant aux légendes arthuriennes et à l'Irlande, ça a toujours fait partie de moi. J'ai toujours été très attirée par le côté celte, médiéval de tout ça. C'est un imaginaire qui m'a toujours attirée, qui m'a toujours beaucoup plu. Alors d'où ça vient, je n'en sais rien, ça fait partie de moi, de ma nature, voilà. C'est l'imaginaire pré-raphaélite avec ce côté très médiéval mais un peu mystique, ça a toujours été un truc qui m'a parlé et qui fait partie de ma personnalité, je pense, et qui se voit un petit peu même physiquement sur moi. Je pense que c'est quelque chose qui ressort de ma personnalité, et d'où ça vient je n'en sais rien, ça a toujours été le cas. Zardonia me demande également: quel est le plus gros, dans le sens le plus épais, et le plus grand livre dans ta bibliothèque, et le plus petit? Ah mince, j'avais mal lu la question tout à l'heure quand j'ai cherché le livre dans ma bibliothèque. Pour moi, le plus grand livre, c'était celui qui avait le plus de pages. Donc j'ai sorti un livre qui avait énormément de pages. Et pareil pour le plus petit, mais en fait c'est par rapport au format. Donc ce n'est pas pareil. Bon bah je vous montre quand même celui qui a le plus de pages et celui qui en a le moins. Celui qui a le plus de pages, c'est le passage de Justin Cronin aux éditions Pocket,
qui fait 1270 pages si je compte les remerciements et le sommaire. Donc c'est une belle brique que je n'ai pas encore lue mais qu'on m'a grandement conseillé. Quant au plus petit livre de ma bibliothèque que je n'ai pas lu non plus, il s'agit de Matin brun de Franck Pavlov aux éditions Chêne, qui fait exactement 12 pages. Donc c'est une toute petite nouvelle qui parle un petit peu de la montée d'un régime politique extrême qu'il faudrait que je lise parce que quand même 12 pages en 5 minutes c'est plié. Qui avait été, je pense, distribué dans beaucoup de collèges, lycées il y a quelques années. C'est ma soeur qui l'avait récupéré et qui me l'a offert. Et vraiment, il faut que je lise, que je pense que c'est un texte fort sur peu de pages. J'ai refait un tour de ma bibliothèque pour trouver le livre le plus gros niveau format. Et alors, j'ai trouvé, c'est pas facile, il est assez connu, il est très très lourd. Harry Potter, des romans à l'écran, toute l'histoire de la saga au cinéma de Bob McCabe. Et c'est aux éditions Huggin and Munning, si je ne dis pas de bêtises. C'est un gros bébé. Je crois que pas très loin, je le vois en face en fait, il y a aussi le panorama illustré de la fantaisie et du merveilleux aux moutons électriques qui est aussi assez énorme, volumineux, lourd et tout ce que vous voulez. Quant au livre le plus petit de ma bibliothèque, j'ai regardé un petit peu et je pense que c'est cette édition .2. J'en ai deux en fait, des livres de cette maison d'édition. Je vous montre la route parce qu'il est moins épais que l'autre que j'ai, de Cormac McCarthy. Voilà, donc en fait c'est un livre que vous pouvez tenir dans la main comme ça et c'est assez pratique. Parce que c'est un livre voilà, que vous pouvez tenir, le texte est dans ce sens-là, que vous pouvez tenir d'une seule main et normalement assez facilement tourner les pages d'une seule main. Donc quand vous prenez le bus, vous êtes debout et que vous vous tenez à la barre d'un bus par exemple, vous pouvez lire d'une seule main et comme son nom l'indique, c'est un livre qui tient normalement dans la poche.